Et nous sommes ex-Plastic Omnium, OP Mobility signe un premier semestre solide, un chiffre d'affaires consolidé de plus de 2,3% sur les 6 premiers mois de l'année par rapport à l'an dernier, porté par une forte croissance aux États-Unis, une marge opérationnelle à 234 millions d'euros, supérieure de 9% au consensus, ce qui fait bondir le titre à la Bourse de Paris hier, de plus de 9%. Bonjour Laurent Favre. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes directeur général de l'équipementier automobile OP Mobility. On dit OP ou OPI d'ailleurs ? On dit comme on veut. On dit comme on veut, on est en France, on dit OP. On peut dire OP. Comment se fait-il que vous réussissiez à autant performer alors que le marché de l'automobile, lui, est plutôt atone en ce moment ? Le marché est atone parce que le marché mondial est en baisse, le marché européen est en plus forte baisse malheureusement que le marché mondial. Et grâce aux équipes mobilisées d'OP Mobility, grâce au fort carnet de commandes, c'est l'effet du carnet de commandes des précédentes années, et on est capable de croître dans un marché qui est atone. Donc c'est ce qui est assez remarquable et ce qui nous rassure dans notre stratégie. Au moment où on voit que le développement de l'activité électrique n'est pas forcément au rendez-vous, ce sont les activités traditionnelles encore très fortes, production de réservoirs par exemple, qui vous portent. Oui, c'est l'activité traditionnelle, les réservoirs, les pare-chocs, enfin toutes les pièces extérieures, tout ce qui a fait d'OP Mobility un acteur mondial de la mobilité, un leader mondial de la mobilité. C'est ça qui continue à se développer, à continuer à gagner des parts de marché. Et effectivement, la transition vers l'électrique se passe un peu plus lentement que prévu. Donc nous adaptons à ça. Mais ça veut dire quoi qu'en ce moment vous réinvestissez plutôt dans des chaînes de production pour faire du matériel destiné au thermique ? Non, ça veut dire qu'on investit dans toutes les technologies d'aujourd'hui, les technologies de demain. On est persuadé que l'électrique est le sens de l'histoire. Mais plus que prévu dans le thermique, puisqu'on avait quand même des objectifs forts, des grosses ambitions sur l'électrique. On voit que, en tout cas, la demande n'est pas aussi importante que ce qu'on pouvait attendre. Je pense qu'il faut pas oublier le fait que l'électrique n'a pas été une demande du consommateur final. C'est le régulateur qui a décidé, pour plein de raisons qui sont probablement les bonnes, de pousser la technologie de l'électrique. Maintenant, on se rend compte que la demande n'est pas forcément au rendez-vous, parce que les véhicules sont trop chers. C'est probablement la vraie réalité. Ce qui veut dire que ça incite nos clients, qui sont les constructeurs automobiles, à relancer des moteurs thermiques plus efficients, moins polluants. Et donc, ça nous crée des opportunités, notamment pour les réservoirs. Quand le patron de Renault, Luca De Meo, demande plus de souplesse dans le calendrier européen qui fixe un objectif de 100% de véhicules électriques neufs en 2035, vous dites quoi ? Je dis que Luca dit la même chose que nous depuis de nombreuses années, à savoir que je crois qu'on est tous conscients du fait qu'il faut décarboner la mobilité. C'est important pour des enjeux qui nous dépassent, donc ça c'est une évidence. Par contre, nous on s'est toujours opposé au dogme du tout électrique, en disant qu'il faut laisser les industriels développer les meilleures technologies en termes d'émissions de CO2, c'est dont on parle, mais également des technologies qui soient accessibles à tous, et puis des technologies qu'on puisse produire de façon compétitive en Europe. Donc on est très pour la liberté technologique et probablement revoir le calendrier. Je voyais dans vos communications que vous embauchez des intérimaires. C'est parce que l'électrique justement est au ralenti que ça vous dissuade d'investir comme vous auriez pu le faire et de recruter ? Non, on investit de façon très massive, environ 600 millions par an. On continue à maintenir des effectifs en Europe plus ou moins constants malgré la baisse du marché. Maintenant, on est obligé d'avoir une certaine agilité dans la production. Et quand vous avez des véhicules électriques, puisqu'on en parlait, dont les volumes sont 40 à 50% en dessous de ce qui était prévu par nos clients, il faut qu'on s'adapte. Et donc, il faut qu'on soit le plus agile possible dans nos 150 usines. Et cette agilité, vous l'avez ? Cette agilité, on l'a partiellement, notamment par le biais d'intérimaires, comme tout le monde le fait, mais également par l'agilité des équipes et notre façon de pouvoir réagir rapidement. Comment vous regardez toutes les actualités business autour justement du développement de la technologie électrique ? On a dans le nord de la France des usines, Gigafactory qui ouvrent. On se dit que c'est bien, ça va redynamiser le territoire. Est-ce que malgré tout, étant donné la situation, le fait que la demande n'est pas aussi forte que ce qu'on aurait pu espérer, que ce que le régulateur espérait, on va peut-être pas un peu trop vite ? Non, je pense au contraire, on va pas assez vite. La tendance vers l'électrique, c'est, je pense qu'une évidence écologique, il faut aller vers plus de véhicules électriques. Maintenant, encore une fois, le véhicule électrique est 40% plus cher. Le prix moyen d'un véhicule électrique en France, c'est 45 000 euros. C'est largement trop cher par rapport au pouvoir d'achat moyen des ménages. En tout cas, l'argent qui peut être alloué à l'achat d'une voiture. Donc, tout ce qui va dans le sens de localiser, développer les compétences en France ou en Europe, ça va dans le sens de l'histoire de rendre l'électrique plus abordable. Alors, aux États-Unis, il y en a un qui a baissé les prix, c'est Elon Musk avec ses Tesla. Vous êtes présent sur ce marché aussi, bien sûr. C'est Tesla d'ailleurs qui vous porte en Amérique ?
Alors en Amérique, c'est notre premier pays maintenant. L'Amérique, en termes de chiffre d'affaires, on y est implanté depuis très longtemps. C'est ce qui booste notre croissance, notamment au premier semestre. C'est un choix stratégique également, parce que c'est un marché qui est moins contraint que le marché européen, qui nous offre plus d'opportunités. Et effectivement, en Amérique, à côté des constructeurs traditionnels, on travaille beaucoup avec Tesla. On développe des activités avec eux au Texas, à Austin, notamment pour les modèles Y, le véhicule le plus vendu dans le monde, qui continue de bien performer. Des États-Unis, je vous emmène en Chine, si vous le voulez bien. Un mot sur les droits de douane imposés à la Chine, que ce soit de la part de l'Union européenne récemment, mais avant ça des États-Unis justement. Comment est-ce que vous regardez ça ? On regarde ça avec une certaine distance, une certaine défiance. D'abord, on est très implanté en Chine, on a 40 usines en Chine, donc on est très présent sur le marché chinois, qu'on connaît très bien également. Les droits de douane, je pense que globalement, c'est jamais positif pour l'économie mondiale. Les droits de douane peuvent aussi créer de l'inflation. Si on se coupe à des pays qui sont potentiellement plus productifs et plus compétitifs que nous. Maintenant, il faut respecter évidemment les règles du commerce mondial. Mais c'est pas parce qu'on met des droits de douane sur les voitures chinoises que les voitures européennes électriques seront moins chères et seront plus accessibles pour le consommateur final. Donc le vrai sujet, je pense, c'est notre compétitivité européenne. Parce que c'est négatif pour vous, au bout du compte, ces droits de douane, dans un sens comme dans l'autre ? Non, pas du tout, mais ça va. Si on met des droits de douane pour empêcher les Chinois de vendre des voitures en Europe, ils vont faire la même chose avec des voitures européennes qui ne pourront plus forcément être exportées en Chine. Donc tout ça va créer une tension. Je pense qu'on n'a pas besoin de tension, en tout cas en tant qu'industriel. Vous travaillez en Chine sur des projets hydrogène aussi. C'est une manière de diversifier et puis de continuer à innover ? Nous, l'hydrogène, on considère que ça fait partie justement de ces technologies qu'il faut mettre en avant pour décarboner la mobilité, probablement la mobilité lourde. On travaille aussi en Europe, évidemment, pour des trains, pour des camions, pour des bus. Et effectivement, en Chine, on a une usine en Chine, on a une co-entreprise avec un Chinois pour développer la mobilité hydrogène, en commençant par les trains, les tramways, les bus, les camions, parce que c'est probablement la meilleure technologie pour décarboner la mobilité lourde. C'est comme ça aussi que vous voyez votre diversification, sortir de l'automobile, en tout cas aller investir ailleurs, parce qu'on veut une transition énergétique aussi par les transports ? Oui, d'abord, au niveau de l'entreprise, le marché de l'automobile a une faible croissance, vous l'avez mentionné auparavant, il est plus ou moins atone actuellement. Par contre, le transport, de façon générale, va continuer à se développer, de marchandises, de personnes, et donc on veut se diversifier vers ces marchés-là. Et puis, c'est aussi notre contribution à une mobilité décarbonée de façon un peu plus générale que la mobilité individuelle. Dernier mot sur la Chine, Laurent Favre, directeur général d'OP Mobility. Vous travaillez avec des marques chinoises là, qui arrivent en France, on parle de BYD en ce moment, comment ça se passe pour vous ? Nous, près de 50% de notre clientèle en Chine sont des marques chinoises, donc on travaille avec tous les Chinois. Vous travaillez déjà avec eux en fait ? Évidemment, en Chine et puis probablement en Europe quand ils viendront s'implanter en Europe. Merci beaucoup Merci d'avoir été notre invité ce matin, Laurent Favre, directeur général d'OP Mobility.